Lire ou regarder Harry Potter et la Coupe de Feu? Telle est la question. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Il est évident qu'un film ne peut être une copie conforme de l'histoire dont il tire sa source. Les réalisateurs peuvent s'approcher ou se détourner de l'œuvre originale et la modifier à leur guise, selon leur interprétation de ce qu'ils comprennent de l'histoire. Et puis vous l'entendez, non? Adaptation cinématographique. On entend bien le mot adaptation. Si vous êtes comme moi des puristes de la saga, certains changements et certaines tournures des événements dans les films vous ont probablement surpris ou même fait grincer des dents. Il est normal d'attendre une scène en particulier ou qu'on insiste sur un élément précis. Et il est d'autant plus normal d'être frustré de ne pas voir la scène arriver ou de ne pas entendre parler de l'élément en question. Mais bon, pas d'amalgame. Les modifications ou la suppression de certaines scènes ne font pas d'un film un mauvais film. Ce n'est au final que l'histoire racontée autrement. Vous comprendrez que je ne vais pas vous lister les innombrables différences entre le tome 4 et le 4e film. Ce serait bien trop conséquent et ma vidéo durerait des heures. Par contre, laissez-moi vous expliquer ce que le réalisateur a délibérément modifié afin de pouvoir raconter les 37 chapitres d'Harry Potter et la Coupe de Feu en 157 minutes de film. Voici 4 petits détails omis ou transformés dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais avant de continuer, je vous invite à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patro-like. Vous connaissez le refrain. Un patro-like bien lancé, un commentaire avisé et vous abonner aide au référencement de ma petite chaîne de sorciers. Et puis si vous trouvez qu'elle mérite sa place sur YouTube, n'oubliez pas de partager. C'est important. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Revenons à nos dragons, si vous le voulez bien, et traitons de ce 4e volet. Alors, qu'est-ce qui change ? Oh non, pour l'amour de Dobby. Ils n'ont pas osé, mais où sont Dobby et Winky? Comment est-ce possible qu'on ne mentionne même pas la pauvre et malheureuse Winky? Eh bien, comment vous dire? Les elfes de maison sont les grands oubliés du film. Alors pour ceux qui n'auraient pas lu les livres et qui aimeraient le savoir, Winky est une douce petite elfe de maison que Harry rencontre à la Coupe du Monde de Quidditch. Harry la confond au passage avec Dobby. Winky servait au départ la famille Croupton jusqu'à son renvoi, ou à sa libération si vous préférez, c'est kiff-kiff. Elle finira, grâce à Dobby, par trouver un nouvel emploi dans les cuisines de Poudlard et travaillera désormais avec lui. Parce que oui, Dobby travaille à Poudlard si vous ne le saviez pas. Malheureusement, Winky est inconsolable de ne plus travailler pour la famille Croupton et noie son chagrin dans la bière au beurre, à laquelle elle deviendra addicte. Bref, je vous raconterai la vie de Winky plus en profondeur dans une autre vidéo. Ce qui est important dans ce passage de l'histoire, c'est que Winky a une vision du monde bien différente de celle de Dobby. Elle ne comprend pas pourquoi Dobby lutte tellement pour sa liberté et pourquoi il veut se faire payer. Elle pense sincèrement que la liberté lui est montée à la tête. D'après elle, les elfes de maison ne sont pas censés s'amuser et ils font ce qu'on leur demande, ce qui démontre bien qu'il existe 2 courants de pensée distincts chez les elfes de maison. Ensuite, je suis obligée de mentionner qu'en plus de tout ça, le film snob complètement l'utilité de Dobby dans un moment crucial. Quand je vous disais que les elfes de maison étaient les grands oubliés de l'histoire, je ne rigolais pas. Dans le livre, la veille de la 2e épreuve, Harry resta une bonne partie de la nuit à la bibliothèque à la recherche d'une solution pour rester plus de quelques secondes sous l'eau. Malheureusement, il ne la trouva pas cette solution. Vous imaginez bien, Harry patauge dans son désespoir le plus complet. Et c'est de justesse le lendemain matin que Dobby donne à Harry un très sympathique coup de main en lui refilant de la branchiflore. Ce qui est exactement ce dont Harry avait besoin. Avec des nageoires et des branchies, plus de problème pour se déplacer librement sous l'eau. Malin ce Dobby. C'est bien dommage que Neville lui ait volé son rôle, même si j'affectionne beaucoup Neville. Et c'est pas fini. Vous devez comprendre que puisqu'on ne parle pas d'elfes dans le film, il est également inutile de mentionner l'organisation créée par Hermione Granger, la Société d'aide à la libération des elfes, autrement dit la SALE. Même si je dois bien vous avouer que dans le livre, personne ne se soucie vraiment de la SALE. Et surtout, personne ne veut porter un badge où le mot sale est marqué dessus. Ce qui en fait peut paraître totalement logique. Cela n'en est pas moins un passage important à mentionner, car il nous montre une nouvelle facette d'Hermione, qui s'inquiète des injustices à l'encontre des elfes et de leur situation. C'est une bataille bien différente des autres, car Hermione veut venir en aide à un être avec un statut différent de celui d'un sorcier. Au final, même si la SALE n'est pas d'une extrême efficacité, elle aura permis de faire avancer les choses, comme nous pouvons le constater dans le dernier tome, où après la bataille de Poudlard, les elfes de maison se mêlaient à d'autres sorciers, non comme domestiques, mais comme combattants pour la protection de Poudlard. C'est beau, n'est-ce pas? Allez, au suivant. Encore un être qui a complètement disparu des films et qui pourtant pourrait bien expliquer des situations cocasses. Alors c'est quoi une Vélane? C'est une créature d'apparence humaine qui possède une beauté exceptionnelle. On pourrait même dire surnaturelle. Il faut bien avouer que les Vélanes sont incroyables.
avec leur peau scintillante comme un clair de lune et leurs cheveux d'or blanc flottant dans les airs, alors qu'il n'y a pas la moindre trace de vent. Cet atout, vous l'aurez compris, leur permet de charmer n'importe qui. Mais pas simplement pour plaire, non. Charmer jusqu'à rendre des sorciers complètement fous. Leur charme est irrésistible. Harry dira même dans le chapitre 8 que lorsque les Velanes se mirent à danser, sa tête se vida. Et la seule chose qui l'importait à ce moment-là, c'était d'observer les Velanes. Et il était persuadé que si elles s'arrêtaient de danser, il pourrait en résulter d'un grand malheur. Et il faut que vous sachiez qu'il avait aussi envie de les impressionner, faire quelque chose d'incroyable, juste pour qu'elle le regarde. Comme par exemple, sauter depuis sa loge dans le stade de Quidditch en arrivant en vol plané devant elle. Alors oui, c'est complètement fou et vraiment débile vu la hauteur à laquelle Harry se trouve. Et pire encore, figurez-vous qu'il avait déjà enjambé la balustrade lorsqu'il reprit ses esprits, alors que les Velanes s'arrêtaient de charmer le public. Je pense que vous comprenez maintenant la dangerosité de leur pouvoir. Cependant, les Velanes ont leurs faiblesses. Si vous les mettez en colère, leur charme se dissipe et ces magnifiques créatures se transforment en harpies. C'est tout de suite moins glamour, je vous l'accorde. Tout comme les vampires, les Velanes sont une espèce à part entière, dotée de magie. Évidemment, la transmission est complètement différente. À contrario des vampires, on ne devient pas une Velane, on est Velane. Il faut de fait avoir un ancêtre Velane pour pouvoir bénéficier de ses charmes. Mais pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que vous connaissez une sorcière avec un héritage de Velane. Et ce n'est autre que Fleur de la Cour. Elle était donc génétiquement destinée à être incroyablement belle. Vous comprenez sûrement mieux pourquoi notre pauvre Ron est pris de malaise à chaque fois qu'il croise son regard. Alors oui, il est évident que dans un film, il faut condenser les informations. Mais pourquoi faire de Beauxbatons une école pour filles et Durmstrang une école pour garçons? Alors que dans les livres, il existe, comme à Poudlard, des représentants garçons et filles dans les deux écoles. Eh bien, il s'agit probablement d'un choix artistique, afin de mettre en avant à quel point les autres écoles sont différentes du Poudlard que nous connaissons. Mais pourquoi ne pas justement expliquer ces différences au lieu de les réduire à un visuel? Car des différences, on nous en propose dans le livre. Par exemple, Victor Krum raconte à Hermione que Durmstrang est un plus petit château que Poudlard avec seulement 4 étages, et qu'il est bien moins confortable. Les feux de cheminée ne peuvent être allumés que pour pratiquer la magie. Par contre, leur parc a une superficie nettement supérieure à celle de Poudlard. Il explique également que dans leur région, en hiver, les journées sont assez courtes, et les élèves ne peuvent pas vraiment profiter de leur temps libre très longtemps, à contrario de l'été, où ils passent leur temps à voler par-dessus les lacs et les montagnes. L'académie de Beauxbatons est décrite quant à elle comme un superbe palais entouré de jardins à la française, découpé par magie dans le relief montagneux. Le fait que les élèves portent des tenues vestimentaires très légères et qu'ils soient aussi familiers avec un plat typiquement marseillais comme la bouillabaisse nous amène à penser que leur école est probablement localisée dans les Pyrénées, même si au final, l'endroit exact n'est pas mentionné. D'ailleurs, ces pauvres élèves sont complètement glacés en arrivant à Poudlard. C'est le choc thermique. Voilà, ce genre de petits détails bien placés dans le film aurait été bien plus intéressant afin de comprendre les différences entre les écoles que par le fait qu'ils soient réservés aux filles ou aux garçons, vous ne trouvez pas ? Passons à un dernier point intéressant. Cette scène est inoubliable. Elle est d'ailleurs devenue avec le temps un véritable sujet de raillerie auprès des fans. Vous l'aurez compris, je parle de la réaction de Dumbledore lorsque le nom d'Harry Potter émerge de la coupe de feu. Si dans le livre, Dumbledore semble assez posé et s'adresse sur un ton très calme, voire même rassurant à Harry et aux autres intervenants, ce n'est pas du tout le cas du Dumbledore du film, qui crie et qui se jette littéralement sur Harry, en voyant le pauvre Gryffondor valdinguer dans l'argenterie. Ma question est, pourquoi est-ce si différent? Pourquoi la réaction de Dumbledore a-t-elle été modifiée? Je vous avoue que je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Je dirais même que je n'ai trouvé aucune réponse sur le sujet. Peut-être qu'en tant que fan, j'attendais une justification de la part de l'équipe de tournage, alors qu'au final, il ne s'agissait probablement là que d'une décision artistique du réalisateur, afin d'apporter un peu plus de drame et d'intensité à la scène, ce qui dans un sens est justifiable. Dumbledore est inquiet du sort d'Harry, et il le sait en danger. Cependant, ce qui me chiffonne, c'est que ce Dumbledore à la limite de l'hystérie est très loin du Dumbledore du livre, et vient jusqu'à modifier notre interprétation de la scène. Je m'explique. Dans le livre, Dumbledore demande calmement à Harry s'il a mis son nom dans la coupe. Tout simplement car il s'agit là d'une formalité, rien de plus. Il est facile de lire entre les lignes et de comprendre que Dumbledore sait que Harry est innocent. Alors que dans le film, Dumbledore ne semble sûr de rien, et donne l'impression qu'Harry aurait pu largement mettre son nom dans la coupe de feu. Et ça change tout. Les lecteurs et les spectateurs n'ont alors pas le même point de vue de ce qui est en train de se dérouler. Et pour les lecteurs qui sont aussi spectateurs, eh bien, ils sont perdus. Heureusement, la grande majorité a pris ce détail avec pas mal de légèreté, même si entre nous, les fans ne semblent ni prêts à pardonner, ni prêts à oublier ce changement, et continueront d'analyser les différences des personnages et de se moquer d'eux à travers différents mèmes. J'aimerais, avant que l'on se quitte, vous poser une question.
simple curiosité. Quelle scène transformée ou oubliée dans le 4e film vous a déçu? Dites-le moi en commentaire, je lirai ça avec beaucoup d'attention. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas en partant de partager et votre petit expecto patro-like afin de protéger cet épisode des détraqueurs. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et venez discuter. Ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.